Enrichissez-vous, c'était le titre à la une du numéro 1016 de Tel Quel. Il était question loi de finances, une loi de finances toujours en cours de discussion au Parlement, et le chef du gouvernement n'y va pas de main morte pour aider les patrons d'entreprise. Il décide de baisser l'impôt sur les sociétés de 11 points du jamais vu au Maroc. Il écarte la taxe sur les superprofits en débat dans plusieurs pays dans le monde et décide encore de réduire l'impôt sur les dividendes. Aziz Arnouch gâte les chefs d'entreprise. Mais pourquoi ? Quel impact politique et économique ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 3 novembre 2022, je vous propose de parler loi de finances. La première PLF 100% gouvernement Arnouch est donc en discussion depuis quelques jours au Parlement. Une loi de finances qui crispe l'opposition et qui nous interpelle à Tel Quel sur les cadeaux aux patrons. Bonjour Reda Dalil. Bonjour. Un directeur de publication de Tel Quel. Reda, est-ce qu'on peut dire très franchement qu'à travers cette loi de finances 2023, Aziz Arnouch est le meilleur ami des patrons ? On peut effectivement faire cette analyse. Pourquoi ? Parce que, fait majeur, il y a quand même l'IS qui baisse de 11 points. C'est quand même un signal qui est adressé au patronat et qui est un signal très très fort. Deuxième chose qu'on constate aussi, c'est que cette super taxe, cette taxe sur les super profits qui avait été pourtant quand même promise par le ministre du Budget El Khaja, on n'en voit aucune trace dans le PLF. Troisièmement, il y a une baisse de 5% sur l'impôt sur les dividendes. Donc finalement, quand on conjugue ces trois décisions, on peut effectivement faire l'analyse de dire que les patrons sont extrêmement satisfaits de ce projet de loi de finances. Et Reda, ce que tu dis également dans ton édito du numéro 1015, c'est que cette baisse de l'impôt sur les sociétés est tout simplement historique. C'est absolument historique. Je veux dire, on avait reproché à Donald Trump d'avoir extrêmement baissé l'IS, la taxe fédérale sur les entreprises aux États-Unis. Liz Truss, finalement, a fait les frais d'une politique économique très, très généreuse avec les Britanniques les plus riches et les grands patrons. Elle a dû démissionner, remplacée dernièrement par son ex-ministre des Finances. Donc, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que finalement, cette baisse alors on a fait le calcul de 12% sur l'impôt sur le capital, est assez inédite dans le contexte actuel. Et je dirais même qu'elle va contre le sens de l'histoire, où aujourd'hui on a besoin d'États régulateurs, d'États sociaux, d'États plutôt soucieux du pouvoir d'achat des citoyens. Or aujourd'hui, on a une décision aujourd'hui qui est claire, finalement, qui est un peu coulée dans le marbre, et qui en dit long un peu sur la mentalité de ce gouvernement, et qui pourrait même finalement nous laisser penser qu'il y a une espèce de dogmatisme un peu conservateur et néolibéral qui ne dit pas son nom, mais qui s'exprime un petit peu dans les faits et dans cette loi de finances. D'autant plus que, à l'inverse, c'est-à-dire sur le plan de la demande, les classes moyennes n'ont rien à se mettre sous la dent. Absolument rien. On avait fait miroiter beaucoup de choses pendant la campagne à la classe moyenne, à savoir par exemple un réaménagement de l'IR, par exemple en ajoutant une tranche supérieure sur les revenus les plus élevés ou en modifiant, en supprimant la tranche inférieure sur les revenus les plus modestes. Rien de ça. Deuxième chose, on peut toujours arguer qu'il y a la généralisation de la protection sociale, qu'il y a une refonte du système de santé, que l'enseignement aujourd'hui, alors entre le système de santé et l'enseignement, c'est 100 milliards l'année prochaine. Donc on peut toujours arguer en disant que il y a quand même un aspect social. Sauf que, est-il réellement indicatif de la volonté de ce gouvernement ? Puisque tout le monde le sait que c'est quelque chose qui est suivi directement par le roi. Et donc, est-ce qu'on peut réellement dire que le gouvernement finalement qu'on peut inscrire tout ça à l'actif du gouvernement? Moi, ça, j'en suis pas sûr. Par contre, pour tout le reste, on constate quand même qu'il y a un tropisme assez prononcé pour les puissances finalement capitalistiques, les puissances de l'argent, etc. Ça, c'est un fait. Reda, avec tous les éléments que tu viens de dire, on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'Aziz Arnouch pour être à ce point déconnecté des classes moyennes, des classes populaires qui souffrent en ces temps d'inflation? Alors, vous voulez mon sentiment personnel ? Je pense que ce gouvernement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de politique dans ce gouvernement. Je pense que ce gouvernement est formé principalement de managers, de technocrates qui ne comprennent que le langage des chiffres. Et il est quand même, ça il faut le dire,
finalement présidée quelque part par l'homme le plus fortuné du pays. Est-ce que cela signifie une déconnexion définitive? Est-ce que ces gens-là sont hors sol par rapport au reste du pays? Je ne le crois pas. Par contre, je pense qu'ils sont animés d'une espèce de dogmatisme libéral qui fait qu'ils prennent ce type de décision. Autre chose, ce que je comprends, c'est qu'ils sont tendus vers le long terme, vers des horizons très lointains. Par exemple, quand Arnoux acte une baisse absolument substantielle et conséquente sur l'impôt sur les entreprises, il s'attend à ce qu'il y ait un ruissellement par le bas. C'est-à-dire que l'investissement soit au rendez-vous, que des créations d'emplois soient au rendez-vous, et donc au final que tout le monde en profite. Sauf que beaucoup d'études aujourd'hui ont montré que ce n'était pas forcément le cas, et qu'au contraire, les baisses d'impôts sur les plus puissants et les plus riches et les plus grandes entreprises résultent sur des inégalités terribles, voire l'exemple des États-Unis, le Brésil, enfin bref, la littérature dans ce domaine-là est absolument abondante. Non seulement il est sur des horizons très longs, mais des horizons matinés avec finalement cet esprit néolibéral, ce qui fait que dans l'immédiat, dans le quotidien, il n'y a rien. Alors que les gens aujourd'hui ne ressentent pas qu'il y a un effet Arnoux dans leur portefeuille. Donc ça, je l'impute aussi au fait que ce n'est pas que le gouvernement en général n'est pas composé d'hommes politiques. Alors, les hommes politiques, ils ont mauvaise presse, on a souvent parlé d'eux en mal, mais ils sont un petit peu connectés avec la base. Ils se sont frictionnés avec les populations. Ils ont en général un prisme idéologique qui leur permet de voir la réalité différemment. Et ils n'arrivent jamais au point de non-retour. Jamais. Rappelez-vous, Yousfi avait acté une aide massive pour la ruralité à un moment où la sécheresse faisait des dégâts. Rappelez-vous, à Abbas el-Fassi, juste avant les premiers soubresauts du printemps arabe, il avait négocié des accords sociaux qui ont fait que les syndicats n'ont pas battu le pavé avec les autres. Bon, dans un autre registre, rappelons-nous du Covid, où le roi avait décidé finalement de servir des aides directes aux populations qui étaient en détresse, parce que je pense qu'ils ont senti qu'il y avait un point de non-retour. Or, j'ai l'impression que ce gouvernement est insensible à cela, alors qu'il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est devenu une espèce de lamento global, où les complaintes se succèdent et se ressemblent. Les gens souffrent de la cherté des prix, les gens souffrent de l'inflation. Or, aujourd'hui, on ne constate pas que ce gouvernement est particulièrement attentif à cette problématique qui, si elle n'est pas réglée, peut déboucher sur des phénomènes incontrôlables. Oui, mais Reda, si je mets ma casquette de militant du RNI, je peux te répondre, on a débloqué une aide pour la sécheresse, on a augmenté le SMIC à 3 000 dirhams, c'est un niveau historique, jamais atteint. Bon, certes, un SMIC qui concerne une partie infime de la population, mais on fait quand même des choses. Oui, mais c'est indirect. C'est-à-dire que on donne d'un côté, on a donné aux transporteurs, mais est-on sûr que les prix sont restés les mêmes ? Par contre, là où le bas blesse, à mon avis, c'est la grande affaire des prix à la pompe, qui explose depuis à peu près une année, et où finalement, là où d'autres pays ont mis un bouclier anti-inflation, ont essayé de donner des ristournes à la pompe aux consommateurs, ici, chez nous, rien du tout. Or, cette hausse qui a été absolument homérique s'est diffusée à tous les aspects de l'économie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, il y a une inflation extérieure, mais il y a une inflation intérieure qui est subie et qui, en grande partie, dépend de ces prix-là. Parce que l'intrant essentiel, finalement, c'est l'énergie, c'est les hydrocarbures, c'est le carburant. Donc, finalement, on s'est privé de cet instrument-là. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a un rapport du CESE là, qui vient de sortir qui dit qu'il faut aider les gens. Il faut mettre en place un bouclier inflation. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a ce qu'on appelle un RSU, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre de cibler plus efficacement les populations éligibles à ce type d'aide. Mais ça fait 6 ans qu'on parle du RSU. Et faut-il attendre mi-2023, voire la fin de l'année 2023 pour pouvoir finalement servir ces aides ? Non, c'est maintenant que ça se passe. Et je vais vous dire, la séquence inflationniste, elle est limitée dans le temps. On reviendra à une inflation normale. Le Maroc est très connu pour compresser l'inflation. On a eu des inflations à 1%, moins d'1%. Et les citoyens sauront gré à ce gouvernement de leur donner un coup de pouce partant de vache maigre. Or, il ne le fait pas et on a l'impression que c'est un marqueur idéologique. Comme on disait tout à l'heure, il y a un dogmatisme néolibéral très conservateur qui fait que on va plutôt jouer une politique de l'offre et faire en sorte que plus tard il y ait un ruissellement sur la population, plutôt que de cibler directement les gens qui sont en manque, ce qui est un calcul qui pourrait être un calcul intelligent, parce que celui qui va recevoir une aide directe de 500 dirhams, il ne va pas l'épargner, il la met directement dans le circuit économique par la voie de la consommation.
Donc on se prive aussi de cet instrument-là. Alors au niveau politique, à présent, Reda Dalil, je voudrais qu'on parle de l'opposition. Est-elle à la hauteur, cette opposition ? Quelle est votre analyse, votre lecture du rôle de l'opposition à ce jour sur la loi de finances ? Moi, je vois par exemple qu'un parti comme le PPS développe des idées plutôt intéressantes. Je vois que le PJD est monté au créneau, ce qui est à peu près naturel, mais le PJD a quand même un passif assez important. Alors, rappelez-vous que c'est ce parti qui a décompensé, qui a libéralisé les prix à la pompe, ce qui fait qu'on se retrouve dans ces situations-là. Mais je pense que globalement, et ça, je ne suis pas le seul à le dire, l'opposition brille par sa faiblesse. Et d'ailleurs, on le voit, il y a eu quelques amendements qui ont été retenus par la majorité, mais globalement, les gens ont dit amen. Enfin, la majorité, en tout cas, il n'y a aucune divergence. Sachant que pendant les campagnes, la campagne électorale, que ce soit le PAM ou l'Istiqlal, ils ont développé des idées un peu différentes. Moi, je me rappelle, l'Istiqlal avait axé sa campagne sur, 1, le nouveau modèle de développement, qui n'est pas du tout respecté par ce gouvernement, 2, la classe moyenne, qui a été plus ou moins négligée. Nizar Baraka disait qu'il fallait défiscaliser les salaires à moins de 4 000 dirhams. Il disait aussi qu'il fallait déduire les frais de scolarité dans le privé de l'IR. On n'a rien vu de tout ça. Non, au final, ce PLF... Si on exclut les chantiers sociaux qui sont supervisés directement par le palais, il n'est pas fait ni pour la classe moyenne, ni véritablement pour les classes populaires, qui aujourd'hui, éreintées par une inflation galopante et absolument terrible, ne reçoivent absolument aucune aide de leur exécutif et de leur gouvernement. C'est un fait. Dernière question sur l'impact politique finalement de ce budget 2023 par le gouvernement. Aziz Arnouch peut-il en payer les pots cassés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Comme je disais tout à l'heure, la gronde populaire, elle monte et il faut être soit sourd, soit aveugle, soit inconscient pour ne pas le constater et pour ne pas agir de façon déterminante et forte pour calmer les esprits et faire en sorte que les Marocains soient protégés contre cette cherté des prix qui taille des croupières dans leur portefeuille. Merci Reda Dalil, directeur de publication de Tel Quel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce budget 2023, ce projet de loi de finances 2023, toujours en discussion, est-il un budget clairement taillé sur mesure pour les grands patrons ? Faites-nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Tel Quel et le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.